Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, nous recevions Nicolas Bay, le député européen Rassemblement National. Interpellé sur la loi anti-casseurs, il a accusé le gouvernement de restreindre la liberté de manifester et annoncé que les députés du Rassemblement National voteront contre cette proposition de loi. Les Gilets jaunes, ils ont une légitimité. La légitimité à manifester. Je sais que le gouvernement, aujourd'hui, essaye de restreindre cette liberté de manifestation, notamment avec la loi anti-casseurs. Vous êtes contre la loi anti-casseurs ? Oui, on est contre... Vous voterez contre demain. Enfin, les députés du Rassemblement National voteront contre demain. Oui, on est contre les casseurs, contre la racaille, contre les pillards qui ont parasité ce mouvement des Gilets jaunes. Ne pas voter mais ce texte, en réalité, il ne change rien. Aujourd'hui, il y a des textes, il y a une loi pénale qui n'est pas appliquée ou qui est mal appliquée, qui permet de mettre hors d'état de nuire les casseurs. Mais le texte du gouvernement, ça va donner un pouvoir considérable à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet, pour préventivement interdire des manifestations ou interdire des groupes, sans qu'ils soient clairement définis, de manifester. On voit que c'est attentatoire aux libertés publiques. C'est toujours pareil, on a le prétexte sécuritaire qui sert à restreindre les libertés publiques et les libertés individuelles. Donc nous, on n'accepte pas ça, et puis on voit bien que c'est une loi qui est faite il y a des garanties, des recours pourront être faits. Oui, mais a posteriori, c'est-à-dire qu'on va interdire les manifestations et ensuite vous pourrez faire valoir vos droits et avec une décision de justice qui interviendra des mois et des mois après. C'est pas l'idée que mais les commerçants, il y a des recours qui peuvent être faits avant. Les gens qui souffrent de ces mouvements-là, qui sont aussi vos électeurs pour le Rassemblement National. Les Gilets jaunes, pour l'immense majorité d'entre eux, sont parfaitement pacifiques. Le problème, c'est que vous avez vu la baisse, a vu les moyens de la police le reportage et de la dans le journal justice, tout à l'heure, la baisse de chiffre d'affaires pour la plupart des commerces. Les moyens de police et de justice, et ça c'est la responsabilité des politiques, du gouvernement, de M. Castaner, ont été totalement mobilisés contre les Gilets jaunes pour étouffer ce mouvement, pour le diaboliser, pour le maltraiter, le malmener. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a la racaille et les casseurs qui ont pu s'en donner à cœur joie et qui souvent n'ont pas été inquiétés et souvent en plus sont quasiment des professionnels de la casse, donc sont extrêmement mobiles, donc ne subissent pas du tout les forces de l'ordre de la même manière. Il faut frapper durement ceux qui n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes et qui essayent de parasiter ce mouvement, mais respecter le droit de manifester, entendre ces Gilets jaunes, ils ont le droit de manifester. Pour sortir de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron serait tenté de convoquer un référendum le 26 mai prochain, jour des élections européennes. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous L'idée d'un référendum en soi, pourquoi pas. La question c'est un référendum quand et un référendum sur quoi ? Sur quel sujet on sait à peu près si ça a lieu le 26 mai. Est-ce que ça a du sens de le faire le jour des élections européennes, quand Emmanuel Macron nous a dit depuis 1 an et demi que les européennes étaient un sujet absolument essentiel, que l'Europe était un sujet fondamental, et il va essayer donc d'occulter en quelque sorte le grand débat européen, qui est un vrai débat. Il défend le fédéralisme, nous on défend l'Europe des nations, c'est deux visions qui s'affrontent, et en fait ce débat européen va être totalement parasité par un référendum qui porterait de surcroît sur des questions institutionnelles, parce que c'est ça le sujet. Est-ce que ça a du sens de faire un référendum ? Les questions proposées pourraient être issues du grand débat national. Hein. Oui, mais on voit bien, écoutez, moi je ne juge pas de ce qu'il y aura dans le référendum, s'il y en a un, mais on voit que l'idée derrière, c'est de nous refourguer en quelque sorte ce qui était dans sa réforme constitutionnelle, c'est-à-dire la réduction du nombre de parlementaires, c'est-à-dire peut-être une dose de proportionnel, peut-être une dose un peu homéopathique d'ailleurs, de proportionnel, peut-être la reconnaissance du vote blanc. Tout ça, tout le monde est d'accord. Mais qu'est-ce que vous dites ? Que les vraies questions ne seront pas posées ? Celles sur la fiscalité, le pouvoir d'achat, c'est ça ? Encore une fois, moi je ne juge pas de ce qui sera décidé, mais il y a des grands sujets fondamentaux sur lesquels les Français veulent s'exprimer. La question du modèle économique, la question du libre-échange transcontinental qui aboutit à des inégalités très profondes, qui aboutit à la concurrence déloyale, la question migratoire qui est un grand sujet tabou en France. Les Français veulent pouvoir s'exprimer sur la question de l'immigration et sur toutes ses conséquences. La question de l'Europe, mais au sens large, c'est-à-dire quelle Europe ? Est-ce qu'on continue avec les pouvoirs considérables de la Commission européenne contre les nations ? Ça, c'est des sujets sur lesquels les Français voudraient pouvoir s'exprimer. Alors c'est plus compliqué à mettre dans un référendum. Un référendum est quand même régi par des règles. C'est plus compliqué, les questions. Mais c'est pour ça que si c'est une opération de communication d'Emmanuel Macron pour faire croire qu'il entend les Français en passant quelques réformes institutionnelles qui font largement consensus et qui pourraient être adoptées très facilement par une simple loi ou par le Congrès, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc vous dites que c'est une opération de communication ? Je le crains comme le grand débat. Mais qu'on comprenne bien, vous ferez campagne sur la politique européenne d'Emmanuel Macron. Vous ne ferez pas des élections européennes un référendum
pour ou contre Macron sur le plan national. Nous, on respectera ce que les Français veulent faire de cette élection. Ils auront évidemment l'occasion de dire ce qu'ils pensent aussi de la politique d'Emmanuel Macron d'une manière générale. Et encore une fois, il n'y a pas de distinction très nette entre les orientations politiques européennes et ce qui se passe aujourd'hui en France. On voit bien que l'austérité imposée, les choix budgétaires... Aujourd'hui, on n'a plus de souveraineté budgétaire, on n'a plus de souveraineté ou peu de souveraineté législative. Emmanuel Macron veut même nous priver de notre souveraineté dans les fonctions régaliennes puisqu'il veut une armée européenne. Moi, je ne veux pas que demain, ce soit Jean-Claude Juncker qui décide d'aller verser le sang des soldats français. Mardi, c'est Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui était sur notre plateau. Alors qu'Anne Hidalgo a annoncé son souhait de mettre en place une police municipale à Paris, il a tenu à préciser que celle-ci ne serait pas équipée d'armes à feu. Ce sont des polices municipales qui sont armées, ils ont un bâton de défense et des armes de 4e catégorie, mais nous avons estimé que l'arme à feu n'était pas une bonne idée. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que en mettant une arme à feu dans la main d'un policier municipal, vous augmentez le risque de confusion entre les missions de la police nationale et les missions de police municipale. Et c'est vrai que dans le risque qu'à force d'augmenter les moyens municipaux, l'État se désengage, la question de l'armement est une question symbolique absolument clé. Vous avez vu que sur ce point-là, ça tangue dans votre majorité parce que vos partenaires, ils disent oui, très bien, vous allez... vous ne les armez pas tout de suite, mais dans quelques années, ils le seront. C'est la porte ouverte à une évolution vers l'armement. En fait, pas du tout. Quelle garantie vous leur apportez ? Alors, mais d'abord, on n'a pas de garantie à apporter. Nous, la maire de Paris, elle est maire jusqu'en 2020. Et donc, jusqu'en 2020, elle n'est pas pour l'armement et elle ne changera pas de doctrine. Mais il y a plein de villes dans lesquelles il y a des polices municipales qui ne sont pas armées. Et la deuxième chose pour laquelle nous sommes en désaccord sur l'armement, c'est que pour être armé, il faut que ça serve à quelque chose. Or, au regard des missions que nous voulons confier à la police municipale, ça n'a aucun intérêt d'être armé, si ce n'est de faire risquer la bavure à un certain nombre de nos agents. Et ensuite, c'est très consommateur de ressources et donc d'argent public, parce que pour armer les agents, il faut les entraîner, et que cet entraînement, eh bien, c'est au détriment du temps de présence sur le terrain. L'actualité sociale, c'est la grève. C'est une grève aujourd'hui dans laquelle... appelée par la CGT, mais appelée aussi par une frange la plus radicale, on va dire, des Gilets jaunes, comme Éric Drouet, la France insoumise aussi. Est-ce que c'est le début de la convergence des luttes, la fameuse convergence des luttes ? Ça, c'est pas à moi de le dire ou de le souhaiter. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, une forme de confusion dans la lecture politique des intentions de ce mouvement des Gilets jaunes faisait que des acteurs traditionnels de la mobilisation sociale se tenaient un petit peu à distance. Là, et je pense en premier lieu à la CGT, parce que la France insoumise court après depuis un moment, mais la CGT restait prudente et en retrait. Je comprends que la CGT veut relayer un mouvement de colère citoyenne, de revendication, mais je crois que Martinez fait bien attention à ne pas s'associer aux franges les plus radicales et au mauvais sens du mot, tels que peuvent l'exprimer un certain nombre de leaders des Gilets jaunes, parce qu'il ne faut pas qu'à l'occasion d'une mobilisation sociale, on se détourne de l'objectif et qu'on se perde dans d'autres revendications qui n'ont rien à voir avec le mouvement social. C'est la question du respect des institutions, c'est la question du respect du vote démocratique. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait de convergence en la matière entre la CGT et le mouvement des Gilets jaunes. Alors pour essayer de donner une réponse à ce mouvement, le président de la République organise un grand débat national. Il était hier en banlieue parisienne, dans l'Essonne, à Évry-Courcouronnes, pour un débat à nouveau marathon, 6-7 heures d'échange. Est-ce que, pour vous, le président est clairement en campagne ? Oui, il ne faut pas être naïf. Il se met en scène personnellement. Et encore une fois, avec le président, il se met en scène et il se met en danger. C'est-à-dire qu'il est quand même obnubilé par la présence personnelle, par l'incarnation personnelle. Et je ne sais pas s'il a prévu de rencontrer tous les Français d'ici la fin de son quinquennat, mais on voit bien la limite de l'exercice. Et je trouve qu'encore une fois, ce grand débat national n'en a que le nom, parce que c'est un débat qui est quand même en fait assez privatisé dans la forme que lui donne le gouvernement. Vous même avez organisé des débats dans la mairie de Paris. Donc... Mais pas du tout du même esprit.
c'est pas Anne Hidalgo qui a fait 7 heures de cours magistral ou de rencontre avec une salle de gens invités, parce que ce sont des gens invités. Si vous voulez, vous aller sans l'être invité à ces événements, vous ne pouvez pas. C'est pas un débat ouvert. Le débat que nous avons organisé à la ville de Paris, c'est 12 heures de prise de parole, sans aucun contrôle, sans aucune modération, où les gens venaient dire ce qu'ils avaient à dire du grand débat. Mercredi, nous recevions Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie, à quelques heures de l'annonce attendue du rejet de la fusion Alstom-Siemens par la Commission européenne. Cette dernière n'a pas hésité à qualifier cette décision de camouflée pour l'Europe. On l'écoute. C'est surtout une très mauvaise décision d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. C'est un camouflet pour l'Europe. Alors l'Europe dit ça va créer un monopole, donc on s'y oppose au nom de la libre concurrence. Je pense que dans cette analyse, l'Europe est restée coincée dans le XXe siècle et qu'on est dans le XXIe siècle. Très simplement. Aujourd'hui, on a besoin de l'Europe. Qui aujourd'hui peut penser que les économies de chaque pays européen font la maille par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine? Il faut prendre acte du fait que le marché il est mondial et que quand on regarde le marché ferroviaire, pour prendre cet exemple-là, au plan mondial, Alstom et Siemens, ils ont des parts de marché relativement limitées. Et aujourd'hui, vous avez un Chinois, donc c'est bien, on vient de lui faire le marchepied. Vous avez un Chinois qui est présent dans les appels d'offres en Europe, qui aujourd'hui n'en a pas gagné, ce qui prouve qu'a priori, Alstom et Siemens sont capables d'avoir des offres compétitives et justement de ne pas peser sur le prix des consommateurs. Et dans la circonstance présente, on affaiblit Alstom et Siemens qui pourraient créer un grand groupe européen qui soit capable d'être aussi puissant que le groupe chinois, parce qu'être un grand groupe, c'est plus de capacité d'investissement, plus de capacité d'innovation, plus de force financière pour affronter des grands appels d'offres. Et je trouve que c'est assez tragique et j'en appelle à justement refonder le projet européen, le droit de la concurrence, la politique industrielle. C'est clairement un des combats que nous allons devoir mener dans le cadre des élections européennes. General Electric a racheté la branche énergie d'Alstom. C'était en 2015. Il y avait un certain ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron. En 2014. En 2014. Je crois qu'il s'appelait Montebourg, mais bon. Et en 2015, en tout cas, elle a été effective. Le General Electric s'est engagé à recruter 1000 personnes. Elle en a recruté que 25. Est-ce que le gouvernement d'époque n'a pas été trop naïf? Au contraire. General Electric a restructuré 20% de ses capacités mondiales. L'emploi en France est monté jusqu'à plus 500, avant de redescendre à 25. Donc, point 1, ils ont répondu à chacun de leur engagement, parce que leur engagement, c'était soit je recrute 1000 personnes, soit je paye une amende de 50 000 euros par emploi non créé. Donc, très clairement, ils ont respecté point à point leur engagement aussi d'investissement, leur engagement de maintien des sites. Et deuxièmement, nous avons acté hier en comité de suivi avec General Electric 2 choses. Le fait qu'on va poursuivre ce comité justement pour faire face à la crise que vit aujourd'hui General Electric. Il faut aussi pas se voiler la face. Leur marché s'est effondré sur la partie turbine électrique. Et deuxièmement, mettre en place ce fonds de 50 millions d'euros qui va nous permettre de réindustrialiser un certain nombre de sites qui sont à proximité de ceux où intervient General Electric. La loi anti-casseurs, le texte soutenu par la majorité le plus mal voté depuis le début de la législature. Est-ce que c'est pour vous un début de fronde de la République En Marche contre le gouvernement ? Alors, c'est pas le texte le plus mal voté, c'est le texte, puisqu'il a eu plus de 380 voix de mémoire. 50 abstentions. 50 abstentions. 50 abstentions de la République En Marche. Et moi, je voudrais dire qu'après nous avoir reproché d'avoir une majorité de députés godillots, v'là-t-il pas qu'on nous reproche d'avoir des députés qui ont un cerveau et qui réfléchissent. Moi, je trouve ça plutôt encourageant d'avoir des députés qui ont un cerveau et qui réfléchissent. C'était d'ailleurs le cas depuis le début. Et je dirais 2 choses. La première chose, c'est que ce texte est nécessaire. Il est nécessaire parce que les policiers ne sont pas payés à se faire casser la gueule une fois par semaine. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ce qui a l'air de devenir un impondérable de leur fiche de poste. Ça me paraît extrêmement choquant et inadmissible. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que les députés aujourd'hui soutiennent le projet d'Emmanuel Macron. Mais ils jouent leur rôle et nous, on joue notre rôle. Vous avez regardé les sondages qui viennent de paraître. Plus 6 points pour Emmanuel Macron en février, plus 5 points en janvier. Ça fait 11 points. Il revient à son niveau juste avant les Gilets jaunes. C'est une remontada ?
Non, mais je pense que les Français ont compris qu'on était à l'écoute et qu'on travaillait pour eux et pour faire en sorte de sortir de cette crise par le haut et de répondre à leurs préoccupations. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est d'être à la hauteur des exigences qu'ils ont en termes de transformation du pays. Et effectivement, il faut qu'on continue, il faut qu'on approfondisse. Et ce qui me rassure dans tout ça, c'est que l'agenda de réforme, il doit être poursuivi. C'est clairement ce qui nous est dit. Cette remontada, ça valide aussi le discours de l'opposition qui dit qu'Emmanuel Macron est en campagne avec ce débat, à la fois sur les européennes et sur un éventuel... C'est un peu comme la conversation qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire soit on est déconnecté, soit on est en campagne. Non, on est tout simplement à l'écoute et on est présent sur le territoire et on fait notre travail et on essaye de le faire bien. Jeudi matin, c'est Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique, qui participait à notre matinale. Alors que les relations se tendent entre la France et l'Italie, il a à son tour vivement critiqué la rencontre qui s'est tenue il y a quelques jours en région parisienne entre Luigi Di Maio, le vice-premier ministre italien et chef de file du mouvement 5 étoiles, et des Gilets jaunes. Ce qui me choque, c'est que surtout ce monsieur n'a pas très bien compris avec qui il parlait. Vous vous rendez compte, vous dites les Gilets jaunes. C'est pas tous les Gilets jaunes, il n'a pas fait venir une délégation complète. Il a pris des candidats de la liste Gilets jaunes qui se prépare. Il a pris autour de lui certains éléments, moi, que je ne commenterai pas plus. C'est des personnes qui ont remis en cause ma présence sur le territoire, qui remettent en cause ce que je suis, qui remettent en cause... monsieur me reprochait d'être homosexuel, musulman, et rappeler que dans mon pays, qui est pourtant la France, on les jetait par les balcons. Donc ce monsieur-là, qui était avec monsieur Di Maio, décrédibilise à lui tout seul, par sa présence, cette photographie. Monsieur Di Maio n'avait rien à faire avec eux, mais surtout ces gens-là n'avaient rien à faire là et ne sont absolument pas des gilets jaunes dans l'esprit de ceux que je défends régulièrement en disant leurs revendications étaient sincères. Ceux-là, il n'y a rien de sincère. Ceux-là, ils sont pour la violence, ceux-là, ils sont pour la rébellion, ceux-là, ils veulent qu'une chose, c'est faire tomber la République. Un de moins, Mathieu Orphelin quitte le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale en désaccord avec des sujets fondamentaux. Est-ce que c'est le début d'une fissure, ça ? Parlons de Mathieu. Mathieu, c'est un copain. Je suis toujours triste de voir un copain quitter. Vous l'avez appelé, vous je lui ai écrit. Et vous savez, c'est pas parce qu'il quitte que ça devient un paria. Il a décidé de partir, il l'a écrit dans un long message hier. Il a exprimé depuis plusieurs mois des doutes à des moments, et puis il était resté, et puis il a essayé de l'intérieur de changer les choses. Et puis hier, il s'est senti plus capable de changer de l'intérieur, et il s'est dit qu'il fallait que ça passe par Est-ce qu'il y a une fissure ? Non, vous voulez que je vous dise qu'il y a une fissure, que c'est le début de la Bérésina? Non, je n'y crois pas. Moi, je crois que notre groupe est fort, je crois que notre majorité, elle est stable, je crois que le lien entre la majorité et le gouvernement, il est fort, je crois qu'on va continuer. Quand même, Mounir Majoubi, c'est vrai qu'il y a déjà eu des départs par-ci, par-là, enfin bon, 2-3 départs ou une dizaine de départs sur un groupe de 313, ça fait pas une fronde. Par contre, sur la loi anti-casseurs, là, pour la première fois, on voit 50 députés de votre groupe, 50, c'est pas 5, qui s'abstiennent et qui le disent de manière assez ostentatoire, qui font des déclarations dans les médias. Ça, c'est quand même la marque d'un certain malaise, où c'est pas le début d'un vrai problème. Vous vous rendez compte de la situation de violence qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans ces manifestations d'un nouveau genre? Il fallait apporter des réponses très structurées, très périmétrées. Moi aussi, j'aurais eu des problèmes avec cette loi si elle n'avait pas été intégralement construite. Vous seriez abstenu? Non, moi je l'aurais voté, moi j'aurais dit, je veux être certain que cette loi, elle concerne le moins de monde possible. Et c'est le cas. Le grand débat, c'est une vraie réussite, les chiffres sont très parlants. Hier, c'était plus de 738 000 contributions sur le site, plus de 4 000 rendez-vous publics, plus de 9 000 cahiers de doléances dans des mairies. C'est énorme, c'est inattendu. J'ai peur de la fin de votre question. Allez-y. Alors, vous avez raison. Le problème maintenant, c'est comment on atterrit. Pour l'instant, ça marche très très bien. Comment on atterrit? Est-ce que vous pensez que la piste du référendum, ce serait une bonne façon de clore en beauté, entre guillemets, ou de sortir par le haut de l'ensemble? Vous avez raison, il faut qu'on atterrisse. Et oui. Le potentiel à référendum, c'est un élément parmi plein d'autres. Il va falloir interpréter, il va falloir synthétiser, puis il va falloir continuer d'approfondir chacun des sujets. Et dans l'approfondissement, le faire avec les Français, continuer. Puis après, il va falloir décider. Et donc pour décider, il va falloir construire, il va falloir se dire, il y a une partie, c'est peut-être référendum, peut-être pas, une partie, c'est peut-être la loi, une partie, c'est une décision budgétaire qui sera discutée pendant plusieurs mois. Convoquer le Congrès, ça vous intéresse? C'est une hypothèse qui commence à monter? Écoutez, c'est une hypothèse que vous évoquez ce matin, elle est intéressante pour certains sujets, le référendum est intéressant pour d'autres, le passage traditionnel par la loi est aussi une solution pour certains des sujets. La réponse, tout est possible. Vu tous les sujets qui sont abordés, on va se le dire, elle sera multiple. Quand bien même il y aurait un
référendum. Vous voyez bien que ce référendum ne permet pas de traiter tous les sujets qui sortiront de ce débat. L'affaire Benalla, rebondissement sur rebondissement. On vient d'apprendre que Alexandre Benalla avait eu un rendez-vous chez la chef de la sécurité à Matignon, que le compagnon de cette policière a peut-être eu des liens avec les Russes. C'est une affaire d'État, utilisons les mots. Non, c'est vous qui donnez ces mots-là, c'est l'affaire Benalla, c'est l'affaire de M. Benalla qui se passe dans l'État. Et donc, évidemment que cette histoire, pour moi, toute cette affaire du début à la fin, elle est très désagréable. Mais tout me choque dans cette histoire depuis le premier jour, tout me choque. C'est-à-dire que jamais j'aurais accepté, aujourd'hui, si on savait tout ça, jamais on aurait accepté la moindre chose de tout ce qu'on se raconte aujourd'hui. Les Russes, maintenant, c'était la nouvelle de ce matin. Mais comment vous voulez que je vous dise que j'accepte ça? Moi, ce que je dis, c'est que ce monsieur, il nous empêche de faire notre job. Et ça, c'est terrible. Enfin, vendredi, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui était notre invité sur ce plateau. Alors que la loi anti-casseurs a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale, il a qualifié ce texte de liberticide et d'attentatoire à la liberté de manifester. C'est évident. Ça peut vous empêcher d'organiser des manifestations, vous dites ? Mais certains ont déjà essayé de le faire, chère madame. Vous vous rappelez, M. Valls, ça fait pas longtemps qu'il était Premier ministre, 2 ans. Eh bien, il a essayé d'empêcher la tenue d'une manifestation à caractère social. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette loi ? Premièrement, tout pouvoir au préfet. Et d'ailleurs, à Lyon, lundi dernier, un jour avant la manifestation, le préfet voulait décider tout seul, alors qu'il y avait eu une discussion avec les syndicats, de changer le parcours de la manifestation. Vous vous rendez compte, un jour avant, alors que les tracts ont été diffusés, le lieu de rendez-vous, et bien un jour avant, le préfet décide unilatéralement de changer le parcours de la manifestation. C'est ça. Pour quel motif ? Des raisons de sécurité, c'est ça ? Il a décidé tout seul, point. Et c'est ça la loi. C'est l'État, par l'intermédiaire des préfets, peut décider arbitrairement, sans explication, d'interdire. C'est aussi l'accès aux manifestations. Voilà. C'est sur quels critères on va interdire à quelqu'un d'accéder à la manifestation ? On va considérer qu'un badge, c'est une arme dangereuse, une banderole, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc c'est une loi liberticide qui veut limiter la possibilité de manifester, d'exprimer des points de vue dans la rue. Emmanuel Macron, pendant 5 heures devant les jeunes hier, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent aujourd'hui et qui pensent qu'Emmanuel Macron est en campagne électorale pour lui-même ? En tout cas, on le voit beaucoup et longtemps sur les écrans, dans des lieux publics, enfin en tout cas lieux publics fermés quand même. Hier, il a discuté. Il a répondu, ça faisait un peu salle de classe, il a répondu. 5 heures. Oui, 5 heures, oui, c'est des cours qui durent longtemps, à des jeunes. Moi, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, il était temps qu'ils s'en occupent, parce que depuis qu'ils s'en occupent, on a eu Parcoursup, on a eu la réforme du bac, on a eu la réforme des lycées pro. On a cette image des jeunes à genoux, les mains dans le dos, menottés par la police. Ça, c'est l'image du gouvernement qui s'occupe des jeunes. Alors effectivement, c'est plus, hier, mais c'était le cas aussi pour des élus, c'est plus le professeur qui explique sa politique à des élèves qu'un vrai... C'est-à-dire qu'il parle beaucoup, mais il n'entend pas. Non, c'est-à-dire qu'un débat, c'est... Il n'y a pas de débat pour vous, c'est ça ? Vous savez, un débat, c'est pas je pose une question et je réponds sans contradicteur. Or, les débats menés par le président de la République, c'est ça. Le gouvernement maintient le cap sur les réformes. Est-ce que vous lui demandez de reculer sur la question de l'assurance chômage ? Emmanuel Macron s'était dit favorable à une taxation des contrats courts. Oui. Un CDD sur 3, une journée en 2017. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? C'est marrant, il y a des choses dans son programme qu'il dit « j'ai été élu pour ça », et d'autres choses, il a oublié. Le gouvernement veut faire des économies sur les chômeurs. 3 à 4 milliards d'économies. C'est proprement scandaleux, quand on sait que plus d'un privé d'emploi sur 2 ne touche rien. On les montre du doigt comme des feignants, comme des gens qui sont mieux payés à rien faire qu'à travailler. C'est faux. Et donc, ce qu'il faut, c'est pénaliser les entreprises, notamment les grandes. Donc, taxer les contrats courts ? Oui. Il faut pénaliser les entreprises qui abusent de ces contrats courts, de la précarité, de l'intérim. Une entreprise que je connais bien et qui malheureusement fait l'actualité, pas pour de bonnes raisons, s'appelle Renault, a en permanence 10 000 précaires. Puisqu'on vous parlait de Renault, pardon, Ariane Mossini, votre position sur
l'affaire Carlos Ghosn, ce qui se passe autour de Carlos Ghosn. On vous a peu entendu. Ça me rappelle ce cycliste qui, à l'insu de son plein gré, ne savait pas que, à l'insu de son plein gré, il a obtenu une salle à Versailles qui coûte 50 000 euros, mais il ne savait pas. Mais le bilan, enfin, on parle mariage, pour son mariage, oui, mais on parle d'appartements, etc., etc. C'est-à-dire et sa retraite. Bon, mais le fond du problème, c'est que Carlos Ghosn est quelqu'un qui a cassé l'industrie française. Je le répète, quand il est arrivé, 51% des voitures Renault vendues en Europe étaient fabriquées en France. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 16%. Avec des fermetures d'usines, avec les précaires dont je viens de parler, avec 22 000 suppressions d'emplois. C'est ça son bilan. Alors il y a cette petite bulle dans laquelle il vit qui est quand même très dorée, et puis les conséquences industrielles et sociales. Et je pense que là aussi, monsieur le maire qui s'insurge souvent contre la casse industrielle devrait regarder. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde, les meilleures interviews politiques de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous, bonne semaine.